Vieillir n'est pas une malédiction. C'est une résistance silencieuse que seuls les cœurs fidèles comprennent. Citation originale, écrite pour cette histoire. Je m'appelle Élise, j'ai 74 ans, et un matin de novembre, ma fille m'a déposée dans ce qu'elle a appelé un lieu adapté à mes besoins. Une maison de retraite. Pas un adieu. Pas une larme. Juste un sac, un dossier médical, et la promesse de « venir tous les dimanches ». Promesse qui, je le pressentais, ne survivrait pas à la première pluie d'hiver. Mon appartement ? Vendu. Mes meubles ? Dispersés. Mon piano ? Donné à une école dont je n'avais jamais entendu parler. Et moi ? Placé. Je n'étais pas malade. Je n'étais pas perdue dans mes souvenirs. J'étais simplement, trop. Trop encombrante. Trop bavarde. Trop vivante pour son confort. Alors elle m'a déposée là comme on abandonne un chien devant un refuge, avec une couverture et quelques biscuits. La première semaine, je n'ai parlé à personne. Ni aux autres résidents, ni au personnel, ni même à la femme qui venait poser mon plateau sur la table avec un sourire mécanique. Et puis, il y a eu Inès. Elle ne travaillait là que depuis 2 semaines. Jeune, discrète, mais différente. Elle n'avait pas ce ton compassé que beaucoup adoptent avec les vieux. Elle disait « Madame Élise » avec douceur, pas condescendance. Un soir, elle est restée un peu plus longtemps dans ma chambre. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle me coiffe. J'ai dit oui. C'était la première fois en 2 mois que quelqu'un me touchait sans précaution excessive. Ses mains étaient chaudes. Et curieusement, familières. « Vous avez de si beaux cheveux », a-t-elle dit. Je n'ai rien répondu. Mais ce soir-là, j'ai dormi sans cauchemar. Sans colère. Le lendemain, elle m'a apporté un petit flacon d'eau de rose. C'est ce que ma mère mettait sur l'oreiller quand j'étais malade. Et là, sans prévenir, j'ai pleuré. Pas parce que j'étais triste. Mais parce que quelqu'un m'avait vue. Pas comme une charge. Pas comme une case. Mais comme une femme. Une âme. Les jours suivants, Inès a continué à passer me voir en fin de service. Elle n'était jamais pressée. Elle ne venait pas pour remplir une fiche, ni pour cocher une case. Elle venait, pour moi. Un jeudi matin, pendant le petit déjeuner, elle m'a demandé. « Est-ce que vous avez toujours vécu à Paris ?» J'ai levé les yeux vers elle. D'habitude, ce genre de question venait avant une tentative de distraction ou une injection à faire oublier. Mais elle attendait une vraie réponse. Non. Je suis née à Arles. Je suis venue ici pour fuir un homme et rester pour une passion. Elle a souri, les yeux curieux. Une passion ? La scène. J'étais comédienne avant d'être mère. Elle a cligné des yeux, comme surprise de m'imaginer ailleurs que dans ce fauteuil, vêtu d'un tricot gris. Vous auriez dû continuer. J'ai haussé les épaules. J'ai continué à ma façon. J'ai joué le rôle d'une mère disponible. Ce rôle-là, on ne le répète pas, et pourtant il vous dévore. Elle est restée silencieuse. Puis, doucement. Moi aussi, j'ai fui quelqu'un. J'ai posé ma tasse. Elle n'avait pas levé les yeux. Mon père ne voulait pas que je fasse des études. Il disait que les filles, ça sert à marier, pas à penser. Alors je suis partie. En cachette. J'ai coupé les ponts. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire. Juste le respect d'un courage sans mise en scène. Le lendemain, elle m'a apporté un petit cadre. À l'intérieur, une photo en noir et blanc d'une femme rieuse, en robe à pois, sur une scène de théâtre. C'est vous ? J'ai hoché la tête. Elle l'a posée sur ma table de nuit, à côté du flacon d'eau de rose. On devrait tous garder une preuve qu'on a été libre un jour. Cette phrase, je l'ai notée dans mon carnet. Pas pour m'en souvenir, mais pour qu'elle m'appartienne. Et ce soir-là, en me regardant dans le miroir, j'ai vu autre chose qu'une pensionnaire. J'ai vu Élise. L'actrice. La femme. La survivante. La véritable force d'une âme se reconnaît à sa capacité à rester douce dans un monde dur.
Alphonse de Lamartine, 1790-1869, domaine public. Un après-midi pluvieux, alors que les couloirs sentaient la soupe tiède et l'ennui humide, je suis descendu plus tôt que d'habitude à la bibliothèque de l'établissement. Je n'y allais presque jamais. Trop de romans mal choisis, trop de fauteuils fatigués. Mais ce jour-là, j'avais envie de changer de décor. En passant près de la salle du personnel, la porte entrebâillée m'a arrêté net. Une voix familière, tremblante, murmurait à l'intérieur. C'était Inès. Je fais de mon mieux, madame. Je vous jure que je cherche un autre logement. Mais avec mon contrat actuel, personne ne veut me louer. Et je ne peux pas rester chez l'oncle encore longtemps. Un silence. Puis, une voix sèche, plus âgée. Tant que tu arrives à l'heure et que les résidents ne se plaignent pas, ça me va. Mais ne t'imagine pas qu'on est une agence sociale ici. Tu fais ton travail, point. J'ai reculé sans bruit. Inès. Si droite, si douce, vivait elle-même sur une corde raide. Je suis remontée dans ma chambre avec un goût amer dans la bouche. Comment une femme aussi attentive aux autres pouvait-elle être traitée comme une variable économique? Ce soir-là, quand elle est venue me border, elle souriait. Mais ses yeux étaient absents, comme si une partie d'elle était restée dans cette salle où je n'aurais pas dû écouter. Vous allez bien, Madame Élise? Et toi, Inès? Tu vas bien? Elle a marqué un temps. Puis a souri, un peu plus sincèrement. Je suis fatiguée. Mais ça va. Je lui ai tendu la main. Je n'ai plus beaucoup de choses à offrir dans cette vie. Mais la seule que j'ai encore, c'est mon oreille. Elle a serré mes doigts, en silence. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à elle. À moi, à son âge. À toutes les fois où j'avais serré les dents en pensant que le silence m'éviterait l'humiliation. Et soudain, une idée a germé. Je ne pouvais pas changer son passé. Mais peut-être que je pouvais, encore une fois, apprendre à aimer. Autrement. Les jours qui ont suivi, j'ai observé Inès avec une attention nouvelle. Chaque geste, chaque sourire dissimulait une tension que je connaissais trop bien. Le genre de fatigue qu'on ne soigne pas avec du repos, mais avec de la reconnaissance. Un matin, elle est arrivée plus tard que d'habitude, les cheveux défaits, le regard éteint. Excusez-moi du retard, il y avait un problème avec le métro. Mais je savais que ce n'était pas le métro. C'était la vie qui tirait, qui rongeait. Elle m'a préparé mon thé, ajusté mon oreiller, puis a murmuré. Je crois que je vais devoir quitter mon poste. Le silence est tombé dans la pièce comme une pluie froide. Je n'ai plus de logement. Mon oncle veut récupérer sa chambre. Je n'ai pas les garanties pour louer, et sans adresse stable, je ne peux même pas renouveler mon contrat ici. Je n'ai pas réfléchi. J'ai regardé par la fenêtre, le cœur battant. Et j'ai dit. Tu n'as jamais envisagé la colocation avec une vieille femme charmante, pleine de souvenirs et de sagesse? Elle a ri. Un vrai rire. Le premier depuis des semaines. Vous êtes sérieuse? J'ai une chambre vide. Et une retraite que je dépense à peine. Tu as besoin d'un toit, moi d'un peu de compagnie qui ne sent pas la soupe tiède. Ça semble équitable. Elle s'est figée. Mais, je suis censée vous aider, pas vivre avec vous. Peut-être que le vrai service, c'est de ne plus être seul. Ni toi, ni moi. Ce jour-là, quelque chose s'est inversé. J'avais toujours donné sans rien attendre. Mais cette fois, je donnais avec un but. Avec envie. Le lendemain, j'ai demandé à la direction un entretien. J'ai évoqué mes droits, mon autonomie, mon souhait de sortir du centre pour vivre ailleurs. Vous êtes sûre, Madame Élise? À votre âge, ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé de vieillir sans dignité. Ils ont signé les papiers. 3 semaines plus tard, nous avons quitté la maison de retraite ensemble. Elle avec sa valise. Moi avec mon passé, et une clé de plus à offrir. Je n'avais jamais eu d'autre enfant que ma fille. Mais ce jour-là, dans ce taxi parisien trop petit pour nos émotions, je me suis dit. L'amour peut aussi naître de l'abandon quand il rencontre quelqu'un qui reste. L'appartement était petit, mais baigné de lumière.
Un 2 pièces dans le 14 arrondissement, que j'avais acheté il y a des années, pour au cas où. Je l'avais prêté, jamais habité. Maintenant, il devenait un foyer. Inès est entrée en posant ses affaires sur le parquet ciré, comme si elle avait peur de déranger l'air. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-elle encore, les yeux grands ouverts. « Il n'y a rien de plus certain que ce qu'on fait librement, Inès. Et ici, c'est chez toi autant que chez moi. » Les premiers jours furent un peu maladroits. Elle préparait le petit déjeuner trop tôt, croyant bien faire. Je laissais mes journaux traîner, sans penser à l'espace partagé. Mais très vite, nous avons trouvé un rythme. 2 femmes que tout opposait, sauf une chose, nous savions ce que c'était de ne pas être choisies. Un soir, elle est rentrée plus tard que prévu. Visage fermé. Mains crispées. La directrice m'a proposé un poste en CDI dans un autre établissement. Moins central, moins bien payé, mais stable. Je l'ai invitée à s'asseoir. « Tu veux l'accepter ? » ? Je ne sais pas. J'ai peur. Peur de perdre ce qu'on a ici. Je l'ai regardée. Elle n'était plus la jeune fille effacée de l'infirmerie. Elle était une femme debout, en train de choisir. Tu ne perdras rien. Ce qu'on a construit ne dépend pas d'un lieu. Elle a baissé les yeux. Vous êtes comme la mère que je n'ai pas eue. Ces mots m'ont transpercé. Mais ils ne faisaient pas mal. Ils réparaient. Je lui ai pris la main. Et toi, tu es la fille que j'aurais choisie. Le lendemain, elle a accepté le poste. Le soir venu, nous avons fêté cela avec du vin blanc et des tartines de fromage. Pas un festin, mais un instant vrai. Le salon sentait l'eau de rose et la cannelle. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas pensé à celle qui m'avait abandonnée dans une maison aux murs trop blancs. Parce que dans ce silence chaud, entre une tasse de tisane et un sourire sincère, j'avais trouvé ce qu'elle n'avait jamais su m'offrir. La présence sans condition. Un lundi matin, alors qu'Inès était déjà partie travailler et que je finissais de nourrir mes plantes, le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je n'aime pas répondre à ce genre d'appel, mais quelque chose, une intuition ou une vieille cicatrice, m'a poussé à décrocher. Maman. La voix. Claire. Trop assurée pour être sincère. Clémence. Maman, c'est moi. Je voulais savoir comment tu allais. Le silence dans mon salon était épais. Je n'avais pas entendu sa voix depuis plus d'1 an. Depuis qu'elle avait prononcé ces mots. Tu seras mieux dans un endroit adapté. Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle a continué. Je suis tombée sur une photo de nous à Noël. Celle où tu portais ton châle rouge. Je me suis dit que, peut-être que j'avais été un peu dure. Un peu dure ? C'était un choix calculé. Une mise à l'écart déguisée en sollicitude. Mais je n'avais plus envie de juger. Seulement d'être juste. Je vais bien, Clémence. Je vis ailleurs maintenant. Avec quelqu'un qui me traite comme une personne, pas une tâche à déléguer. Elle a toussé, gênée. Avec quelqu'un. Une jeune femme. Une ancienne infirmière. Elle avait besoin d'un toit. Moi, d'une présence. Un long silence. Et, est-ce que je peux venir te voir ? Je me suis redressée. La question était simple. Mais je savais que la réponse déciderait de plus qu'un rendez-vous. Je l'ai posée, franchement. Pourquoi maintenant, Clémence ? Elle a soupiré. Parce que je me rends compte que tu n'étais pas seulement ma mère. Tu étais une femme. Et je t'ai niée en tant que telle. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Mais j'ai senti quelque chose se relâcher dans mon dos, comme un poids que je portais sans le savoir. Alors viens. Mais viens sans justification. Viens pour m'écouter, pas pour te racheter. Elle a murmuré un oui. J'ai raccroché. Pas avec rancune, ni espoir. Avec clarté. Quand Inès est rentrée, elle a vu mon regard différent. Ça va ? Ma fille veut venir. Tu vas lui ouvrir ? J'ai souri doucement. La porte, peut-être. Mais le cœur, ça prendra plus de temps. Clémence est arrivée un dimanche après-midi. Ponctuelle,
maquillée comme pour un entretien d'embauche, une boîte de macarons à la main. Le genre de geste qu'on fait quand on ne sait plus comment dire pardon. Inès n'était pas là. Elle avait volontairement passé la journée chez une amie, me laissant l'espace pour affronter mes fantômes. J'ai ouvert la porte. Nous nous sommes regardés, et pendant quelques secondes, ni elle ni moi n'avons su comment reprendre le fil. Elle a souri, crispée. Tu n'as pas changé. Toi non plus, ai-je dit, sans douceur ni distance. Juste, vrai. Elle est entrée. A déposé les macarons sur la table, comme une offrande maladroite. Je lui ai proposé du thé. Elle a accepté. Elle tremblait un peu. Cet endroit est charmant. Plus chaleureux que l'établissement. Ici, je choisis mes silences. Là-bas, je les subissais. Elle a baissé les yeux. Je ne suis pas venue pour me justifier. Je sais ce que j'ai fait. Et ce que je n'ai pas fait surtout. Je l'ai observée. Elle jouait avec la cuillère, comme une enfant qui attend une punition. Mais je n'étais plus la mère qui corrige. J'étais la femme qui constate. Je ne t'ai jamais demandé d'être parfaite. Seulement présente. Et je t'ai abandonnée. Silence. Oui. Elle a relevé la tête, les yeux brillants. J'avais peur. Peur de ta vieillesse. Peur de voir ce que je deviendrais. Alors j'ai préféré t'éloigner, te ranger dans une case propre et distante. J'ai bu une gorgée de thé. Je comprends. La peur nous pousse à faire des choix lâches. Mais ce n'est pas une excuse. Elle a hoché la tête. Est-ce qu'on peut recommencer? Je me suis levée, suis allée vers la fenêtre. La lumière tombait doucement sur le parquet. Puis, sans me retourner. Non. Mais on peut continuer. À condition que tu me rencontres telle que je suis maintenant. Pas comme la mère que tu imagines, ni celle que tu culpabilises. Elle s'est approchée. Et Inès? Elle ne m'a pas donné une seconde chance. Elle m'a offert une première vraie relation. Clémence a souri. Peut-être qu'il me reste à apprendre. Alors, tu es bienvenue. Mais pas pour réparer. Pour construire. Quelques semaines ont passé depuis la visite de Clémence. Elle n'a pas disparu. Elle n'a pas envahi. Elle a respecté mes silences. Et parfois, elle m'a envoyé un message simple. Pensez pour toi aujourd'hui. C'était suffisant. C'était juste. Un dimanche, elle est venue dîner. Inès avait préparé une tarte salée, et nous avons mangé toutes les trois, sans tension, sans théâtre. Le monde n'avait pas été réparé. Mais il n'était plus brisé. À la fin du repas, Clémence m'a tendu une enveloppe. Ce n'est pas un cadeau. C'est un projet. À l'intérieur, une brochure. Un atelier de théâtre pour seniors, organisé dans une maison de quartier du 15. Petit rôle, mise en voix, mémoire collective. J'ai pensé que, peut-être que la scène te manque. Je l'ai regardé. Ce n'était pas une tentative de se racheter. C'était une passerelle. Tu crois que je peux encore apprendre mon texte à mon âge? Tu l'as jamais oublié, maman. Tu t'es juste fait taire. Cette phrase m'a fait frissonner. Non pas de douleur. De reconnaissance. Le lendemain, Inès m'a accompagnée à la première séance. Nous étions 6, 3 femmes, 2 hommes, et un animateur plein d'humour. On a ri, on a buté sur des vers de Molière, on a redonné vie à des mots trop longtemps enfouis. Je suis rentrée chez moi, le cœur battant comme à 30 ans. Et dans le miroir, j'ai vu la femme que j'avais toujours voulu être. Libre, entourée, choisie. Un soir, Inès s'est assise près de moi. Tu sais, je crois que tu m'as autant adoptée que je t'ai choisie. Ce n'est pas une adoption. C'est une alliance. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Et j'ai fermé les yeux. Je n'attendais plus rien de Clémence. Mais je n'éprouvais plus de rancune. Je n'étais plus une mère rejetée. J'étais une femme complète. Et dans cette maison, désormais, il n'y avait plus de rôle à jouer. Seulement des présences. Des vrais. Parce qu'à 74 ans, j'ai appris la plus belle des leçons.
Quand on vous met de côté, construisez votre centre ailleurs. Et ceux qui méritent de vous voir, viendront s'y asseoir.